Bonjour. Fin octobre, il y a un an, à pareil moment au Bénin, l'affaire dite 18 kg de cocaïne pure tenait en haleine tout un peuple. Le fameux produit venait d'être découvert dans l'un des conteneurs destinés à la société du très en vue opérateur économique, président du patronat béninois, Sébastien Adjavon. Dans la foulée, une conférence de presse du concerné dénonçant une grossière machination pour tenir l'image d'une entreprise et nuire à un homme. Ce qui ressemblait au début à une banalité prend très rapidement toute autre allure. Le faiseur de roi au second tour de la présidentielle de 2016 avec ses 22% de voix sera gardé à vue, mis aux arrêts pendant 7 jours bien comptés. Entre plusieurs allers-retours, l'OCERTID, l'Office en charge de la répression du trafic illicite des drogues, la gendarmerie de Port de Cotonou, le tribunal de première instance de Cotonou, il sera finalement libéré au bénéfice du doute après un procès marathon presque à part de charge. Son appel par la suite pour la manifestation de la vérité, mesdames, messieurs, va demeurer lettre morte, du moins pour l'instant. Affaire 18 kg de cocaïne, la conduite du dossier en l'espèce aura-t-elle été respectueuse de la structuration de l'appareil judiciaire béninois? Une affaire purement judiciaire ou politico-judiciaire. Devoir de mémoire oblige, mais aussi de vérité. Pour nous entretenir à cet effet, l'un des avocats ayant connu du dossier et l'ayant suivi de bout en bout. Mais avant de les découvrir, nous allons retrouver quelqu'un que vous avez retrouvé sur cette émission, ça fait de cela un moment. Ce sera avec lui le point de l'actualité au Bénin, mais vu par les journaux. On se retrouve tout de suite pour le découvrir. Nous amène à la découverte de ce qui fait l'essentiel de la une au Bénin. Une des journaux, bien entendu, Kodjovi Ametonou est son nom. Il est confortablement installé. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Yetodji. Bonjour à nos amis téléspectateurs. C'est un plaisir donc de les retrouver, comme vous l'avez si bien le signalé tout à l'heure sur cette émission, que ça fait bientôt 2 ans. Nous avons du plaisir donc à leur gratifier cette phrase concernant la question relative donc à l'information vue par les canards. Sachez-le, c'est un plaisir partagé de vous savoir sur cette tribune. Alors, la une, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel? On parlera essentiellement de la supposée implication de Boni Yayi dans le dossier de TVA, donc relatif à la société Common SA, également de la question du RAVIP et, entre autres titres également abordés par les canards. Nous parlerons également des médicaments. Le plateau est à vous. Merci donc à vous, Joël Yetodji. On démarre avec le quotidien de Vincent Folly, la Nouvelle Tribune, qui affiche un titre « Supposée implication de Yayi Boni dans l'affaire des TVA de Common SA, pur entos pour distraire le peuple, puisque un membre du comité ayant connu du contentieux parle de la position neutre et patriotique du chef de l'État, constate donc le journal de Ménotaire. Matin libre, attaque contre l'ancien chef d'État dans le dossier Common SA. Et si on collait enfin la paix à Yayi, s'interroge ce journal. Et justement, sur cette interrogation répond du moins le quotidien Notre Voix, affaire Kadjaf Common sous l'ancien régime, les clarifications qui clouent le bec au clébé de talons, vomi par le peuple et isolé sur le plan international. La rupture cherche des boucs émissaires pour camoufler son incompétence notoire et le pillage systématique du pays. 20 cabales contre Boni Yayi. Yayi Boni a servi le Bénin avec probité et loyauté. Il a la phobie des fonds publics, fait constater donc le journal Notre Voix. Et à ce journal emboîte donc le pas Point Média qui revient effectivement sur l'affaire de 18 kg de cocaïne et parle donc en manchette 28 octobre 2016, 28 octobre 2017, écrit Point Média. 1 an que Sébastien Adjavon a vaincu ses ennemis. Le film des événements du 28 octobre au 4 novembre, donc c'est bien sûr à retrouver dans les colonnes du journal Point Média. La dépêche, gouvernance et séparation des pouvoirs au Bénin. La justice est-elle fragilisée? S'interroge le journal qui fait donc place au quotidien L'Afrique en marche. En 1 de l'affaire de cocaïne du 28 octobre 2016
Adjavon va remercier le Seigneur miséricordieux, Allah et les mannes de nos ancêtres. Et puis, Cocorico Info, le gratuit béninois. Donc, pour terminer sur ce premier volet, Joël Yetonji, pour rassurer donc les acteurs sociaux et politiques et pour un RAVIP crédible, les trois exigences de la CSA Bénin. Oui, du RAVIP, que peut-on retenir? Enfin, l'unanimité? Non, pas vraiment, puisque la plupart de certains quotidiens sont revenus sur la question, comme vous également, et c'est avec le journal La Nouvelle Tribune que vous allez constater qu'il y a effectivement des interrogations. Alors, RAVIP, comment se passera donc le recrutement? C'est une interrogation, et là-dessus, les exigences de la CSA pour le RAVIP sont également à lire donc dans les colonnes du journal, ce qui traduit effectivement qu'il n'y a pas encore consensus puisque tout le monde ne se retrouve pas dans le recensement. Notre voix également parle du RAVIP, réalisation opaque du RAVIP, conférence publique du FSP au CPA de Cotonou ce jour. FSP, c'est le Fonds pour le sursaut patriotique, Joël Yetonji, vous le savez très bien. Et à propos toujours du RAVIP, écrit le journal Point Média, et c'est bien sûr une citation de Maître Alao Sadikou, il faut faire très attention, c'est très suspect, fait constater l'avocat. Et puis, toujours parlant donc du RAVIP, vous aurez donc beaucoup d'autres détails et dans les colonnes de beaucoup de quotidiens en ligne également. On ne va pas donc citer tout le monde ici. De toutes les façons, la question ne fait pas encore l'unanimité au sein de la population. Oui, c'est bien dommage pour un sujet qui est annoncé, présenté comme un sujet de développement. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé l'exécutif. Que devient maintenant à travers votre une? Il y a un appel qui a plutôt retenu l'attention, j'imagine. Ça va être le cas pour bon nombre de téléspectateurs. Il s'agit de l'appel du GEDES. Il s'agit d'un avocat qui ne sort pas comme tout le monde. Et quand il sort, c'est qu'il y a vraiment de la matière. Il parle lui aussi de suspicion. Oui, Maître Sadikou Alao dit qu'il faut faire très attention, c'est très suspect. Ces deux expressions dont il ne faut pas ignorer le contenu, puisque c'est un avocat qui parle. Lorsque je prends d'abord le fait que l'on doit faire attention, c'est bien sûr à la fois à l'exécutif qu'également à la population. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les centrales syndicales et autres franges de la société civile sont montées au créneau le vendredi dernier pour fustiger un certain nombre de démarches dans le cadre de ce RAVIP, notamment l'opérateur technique Safran. La structure est condamnée dans son pays d'exercice. Je vais parler beaucoup plus de la France. Aujourd'hui, si le Kenya a des difficultés, le président, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a estimé qu'il faut porter plainte contre cet opérateur technologique qui a exécuté donc la question de recensement au Kenya. C'est bien sûr Ravi et le groupe français Safran qui a effectivement exécuté cette tâche-là au Kenya et dans beaucoup d'autres pays, même à côté de nous au Nigeria. La question du safran avec les pots de vin qui ont servi entre-temps à gagner ce marché également dans ce pays pose problème. Et moi, je me demande également, à l'image de Maître Sadikou Alao, pourquoi véritablement c'est cet opérateur que l'État béninois va chercher. Lorsqu'on s'interroge, c'est de bon droit dans un État démocratique, mais quand on sait qu'au niveau de l'Assemblée, il y a des voix autorisées, celles-là même qui portent la voix du peuple et qui ont apporté leur caution, est-ce qu'on ne fait pas un peu trop de bruit pour rien? Il y a même des députés, vous n'êtes pas sans le savoir, de la minorité qui ont exprimé dans le même temps leur inquiétude. Ça voudra dire que même au niveau de l'hémicycle où la loi sur le RAVIP a été votée, il y a aujourd'hui, lorsque l'opérateur technique a été sélectionné, qu'il y a des suspicions, qu'il y a des doutes, qu'il y a des craintes. Et lorsqu'un député, je ne vais pas le nommer, forcément, va jusqu'à saisir l'opinion publique à travers une lettre ouverte pour dire que lui a des doutes par rapport à cet opérateur, il y a de quoi s'interroger. Et si tant est que véritablement le RAVIP doit servir, et comme on le pense, comme on le distille au sein de la population, d'outils de développement, d'enregistrement administratif, mais pourquoi alors ne pas réviser les positions? De la Nouvelle Tribune, un titre qui n'est pas passé inaperçu. Il s'agit du 26 octobre, une date historique pour le Bénin. Tout à fait, ça fait 45 ans déjà que le général Mathieu Kérékou et ses hommes ont pris le pouvoir. Et le journal La Nouvelle Tribune, comme vous l'avez signifié, l'a mentionné effectivement. Il dit voici comment le général Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. Ça veut dire que si vous allez à la page 10 de ce quotidien, vous pouvez donc lire avec précision
la méthode pour y parvenir également. Le journal La Dépêche n'a pas oublié donc cette actualité. Et même 26 octobre 72, 26 octobre 2017, si la révolution m'était comptée, Joël Tondi, rappelez-vous qu'à cette époque, on les a traités des hommes plus ou moins très bien formés, mais ils ont sorti quand même un discours-programme qui continue de faire école. Je ne sais pas si vous l'avez lu un jour, discours-programme. On ne peut s'en empêcher. Le journaliste, homme de médias, simplement homme de culture, ne peut ne pas le lire. À croire que ceux-là ont été des prophètes, parce qu'actuellement, ce qu'on a comme discours, on dirait que c'est toujours un pan de ce discours-programme. C'est du copie-coller, non, mais il ne faut pas dire que c'est un pan. Vous verrez, on joue sur les terminologies, on essaye parfois d'expliquer davantage certains mots. On se trompe même sur des choix. Je vous dis que dans ce discours, il est prévu la décentralisation. Et c'est 33 ans après que le Bénin a mis en œuvre cette décentralisation. Il est prévu également l'introduction des langues nationales dans l'enseignement. Et à ce jour, on est encore au stade de balbutiement. C'est la preuve qu'effectivement, c'était un discours prophétique. Et si le général Mathieu Kérékou pouvait encore être là, il fallait le consulter, puisqu'il constitue aujourd'hui une mine de réserve pour ces acteurs politiques qui se perdent en réalité. Pensez-vous que l'homme serait en train de dormir d'un sommeil profond? Vous avez parlé de décentralisation. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Rien qu'à lire le dernier rapport des partenaires techniques et financiers, c'est regrettable, c'est désolant. Le pays traverse quand même des situations qui préoccupent d'ailleurs et qui en réalité devraient faire objet d'actualité plutôt qu'un recensement qui en réalité n'est qu'un paravent de ce que la commission de supervision de la LEPI devrait faire en réalité. Cette commission, aujourd'hui, on est dans l'impasse, on ne sait même pas si le COS-LEPI doit continuer à exister ou pas. Vous revenez là-dessus, mais je reviens sur la décentralisation parce que c'est ça qui fait aujourd'hui le développement. On ne peut pas s'empêcher. Mais est-ce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce que c'était appel, une situation de décrépitude, ne s'explique pas? Un désert de compétences ne peut pas assurer une décentralisation des élus locaux qui sont appelés à travailler à la base, qui déclarent leur soutien à un régime en place. Des maires qui sont destitués à n'en point fini. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de la commune de Bono, à côté. Donc c'est la preuve qu'en réalité... Il paraît que c'est la commune malade du Bénin. Donc je ne préfère pas cette expression. Fois déjà. Je ne préfère pas cette expression, mais je constate malheureusement, comme tout bon citoyen, que l'instabilité au sein de cette commune ne permet à rien le développement à la base. Et à partir de cet instant, nos élus doivent s'approprier encore le concept de la décentralisation, lire davantage le recueil, puisqu'il n'y a pas encore de tests à leur niveau, ils n'ont qu'à lire le recueil des tests. S'agit-il des élus? Il paraît qu'actuellement, c'est plutôt un amour incestueux entre l'exécutif et ces élus dont vous parlez. Ça va être difficile. Ça se lit entre les lignes, vous le verrez bien. Quand je viens à Métonon, j'ai bien envie de vous laisser poursuivre, mais le temps joue contre nous. Mais vous n'allez pas partir, vous gardez votre position, on se retrouve tout à l'heure. Vous êtes sur votre émission Débat 100% Bénin et vous faites bien de nous tenir compagnie. Fin octobre, il y a un an, à pareil moment au Bénin, l'affaire dite du 18 kg de cocaïne pure, une affaire qui tenait en haleine tout un peuple. Le fameux produit venait d'être découvert dans l'un des conteneurs destinés à la société du très en vue opérateur économique, président du patronat béninois, Sébastien Adjavon. Dans la conférence de presse du concerné dénonçant une grossière machination pour ternir l'image d'une entreprise et nuire à un homme. Ce qui ressemblait au début à une banalité prend très rapidement tout autre tournure. Le faisait de roi au second tour de la présidentielle de 2016 avec ses 22% de voix sera gardé à vue, mis aux arrêts pendant 7 jours. Bien compté. Entre plusieurs allers-retours, l'OCERTID, l'Office en charge de la répression du trafic illicite des drogues, la compagnie de gendarmerie du port, le tribunal de première instance de Cotonou, il sera finalement libéré au bénéfice du doute. Après un procès marathon presque à pas de charge. Son appel, par la suite, mesdames, messieurs, pour la manifestation de la vérité va demeurer lettre morte. En tout cas, pour l'instant. Affaire 18 kg de cocaïne. La conduite du dossier, en l'espèce, aura-t-elle été respectueuse de la structuration de l'appareil judiciaire béninois? Une affaire purement judiciaire ou politico-judiciaire? Une exploration de l'appareil judiciaire béninois du point de vue de son mode de fonctionnement pourrait aider à avoir des éléments de réponse subséquents. Et le guide du jour pour nous y aider, Maître Alain Rolla, avocat au barreau de Cotonou au Bénin.
Maître Alain Orola est un sachant, tout simplement. Maître Alain Orola, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. J'en prie. En face de vous, vous le constatez. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un contradicteur, mais plutôt d'un animateur. Cette émission, donc, mesdames, messieurs, j'aurai à l'animer avec un confrère à moi qui était là à l'entame déjà de l'émission. Kodjovia Metonou est son nom. Kodjovia Metonou, à nouveau, bonjour. Oui, à nouveau, bonjour Joël Yetoji. Bonjour également à vous, Maître Alain Orola, pour votre disponibilité. Merci, bonjour Kodjovi. Maître Alain Orola, je laisserai plutôt la première question à mon confrère pour y aller. Voilà, vous avez suivi Joël Yetoji dans son introduction, les allées et retours dont a été l'objet Sébastien Adjavon au cours de son interpellation. Il l'a dit, pendant cette affaire, la justice béninoise est apparue particulièrement éprouvée. La charpente a failli voler en éclats. Quelle est en réalité la structuration de cet appareil? Je dois d'abord dire que la justice béninoise a fonctionné comme elle en a l'habitude, de manière ordinaire, pour de nombreux dossiers anonymes. Et que là, il y a eu des révélations tout simplement en raison de la qualité du personnage et de la personnalité de Sébastien Germain Adjavon. Sinon, tous les jours, il y a des dossiers qui appellent, je vais dire, des intrigues et des mouvements de va-et-vient entre l'unité de police judiciaire et le parquet et le tribunal. Alors, la structuration de la justice au Bénin, faut d'abord séparer les ordres de justice. Il y a la justice constitutionnelle, on n'est pas concerné, la justice administrative, la justice des comptes, et la justice des gens ordinaires, c'est-à-dire des particuliers tels que vous, qui là aussi appellent à une démarcation entre la justice civile, les affaires de divorce, de terrain, etc., et la justice pénale. C'est ce qui est souvent connu, c'est-à-dire les acteurs chargés de mettre en œuvre et d'appliquer les lois relatives aux incriminations et aux sanctions, c'est-à-dire les affaires de voleurs, de trafiquants, de meurtriers, etc. C'est ça ce qu'on appelle la justice pénale. Alors, cette justice pénale démarre souvent par des dénonciations. Soit une personne qui a été victime d'une infraction qui va se plaindre à la police, soit à la gendarmerie ou au procureur, soit c'est l'État même qui trouve qu'il y a une infraction, qui saisit le procureur, et on demande à une unité de police judiciaire constituée soit de la police, soit de la gendarmerie, de mener des investigations, ce qu'on appelle l'enquête. Mener des investigations, écouter les parties, etc., etc., placer en garde à vue, le tout sous le contrôle et la supervision du procureur de la République, qui est le patron des officiers de police judiciaire. À l'issue de cette phase d'enquête, bon, je ne vais pas rentrer dans les nuances entre enquête préliminaire et enquête de flagrance ou enquête de flagrant délit. À l'issue de ces enquêtes, où il peut y avoir des mesures privatives de liberté, à savoir par exemple la garde à vue, qui peut durer 8 jours et qui ne doit pas excéder 8 jours, le procureur décide, sur la base du rapport qui lui a été fait, soit de classer l'affaire sans suite, c'est-à-dire il estime qu'il n'y a pas matière à poursuivre, ou qu'il y a matière à poursuivre, mais qu'il n'est pas de l'intérêt de la société que l'infraction constituée soit poursuivie. On décide de poursuivre, c'est-à-dire d'envoyer devant un tribunal correctionnel s'il s'agit d'un délit, ou devant un juge d'instruction s'il s'agit d'un délit spécial ou d'un crime. Et ces différentes phases, c'est-à-dire de poursuite, peuvent appeler d'autres mesures coercitives ou carrément privatives de liberté, c'est-à-dire contrôle judiciaire, restriction de la liberté d'aller et de venir, dont la plus fondamentale et la plus redoutée est le mandat de dépôt, c'est-à-dire emprisonnement en attendant que l'instruction se fasse ou que le procès se déroule. Et le procès se déroule devant qui? Je laisse l'hypothèse du crime où on est obligé d'aller devant la cour d'assises, je laisse l'hypothèse même de l'instruction d'une affaire délictuelle. Le procès a lieu devant le tribunal correctionnel qui décide si oui ou non il y a des charges suffisantes pour condamner, qui décide dans cette hypothèse la sanction appropriée à infliger à la personne mise en cause ou qui décide tout simplement qu'il n'y a rien à voir et qu'il faudrait relaxer. Voilà schématiquement
je vais dire, le fonctionnement de la justice pénale du Bénin pour les nuls. Face à ce dossier, on a eu à faire un certain nombre de constats. Et au nombre de ces constats, tout s'est déroulé, comme vous le dites, en fonction de la réglementation. Oui, l'homme a été interpellé, conduit au niveau de la gendarmerie maritime, ensuite vers l'Ocertide, et l'Ocertide qui l'a renvoyé à la gendarmerie. C'est va-et-vient, on ne l'a vraiment pas compris. De par sa dénomination, beaucoup s'attendaient à ce que l'Ocertide se saisisse de ce dossier et poursuive. C'est vrai qu'en matière de trafic de stupéfiants et de précurseurs, l'État béninois s'est doté d'une unité spécialisée, une unité de police spécialisée qu'est l'Ocertide, l'Office central de répression des trafics illicites de drogue, de stupéfiants ou de précurseurs. Et cet office a développé au fil des ans, à travers les formations de ses animateurs, une technicité, une spécificité qui en fait l'instrument privilégié des investigations en matière de stupéfiants, de précurseurs. Mais il faut avouer que le Code de procédure pénale n'exclut pas la compétence de la connaissance des infractions en matière de stupéfiants dévolues aux autres unités de police judiciaire qui sont formées également pour connaître de tout type d'infractions. Ceci étant, quand on a créé une unité spécialisée, quand on a une affaire de 18 kg de cocaïne pure, ce qui n'est pas banal, et quand on voit la personnalité mise en cause, je crois qu'il eût été plutôt opportun et pertinent de confier ce dossier à l'Ocertide, qui, je vous l'affirme, a refusé de reprendre la main puisque les premières investigations n'ont pas été menées par les officiers de l'Ocertide, ont été menées par d'autres officiers tout aussi qualifiés, mais moins spécialisés. Et ce hiatus révèle en effet qu'il y a eu un problème déjà à l'origine de la découverte du produit prohibé et des premières mesures d'investigation qui ont été malmenées. Voilà. Quand je viens maintenant, il y a juste qui a donc poussé l'Ocertide à repousser le dossier. Oui, en tout cas, l'intéressé. Et ça interpelle d'ailleurs la garde à vue. Elle est particulièrement longue à un moment donné, Maître Roland. C'est vrai que la garde à vue peut légalement aller jusqu'à 8 jours. C'est permis par notre Constitution. Enfin, quand je dis que c'est permis, la Constitution limite la garde à vue à 8 jours. Est-ce qu'on a dû garder M. Adjavon juste pour pouvoir reconstituer les faits? On se rappelle, devoir de moi aussi oblige, qu'à l'occasion, on a entendu des avocats, dont vous, tout au début de cette affaire, qu'il ne s'agissait pas d'une garde à vue et qu'on est en face là d'une arrestation arbitraire. Je vais m'expliquer là-dessus. Vous savez, il y a les arguments de la défense et la réalité. Quelle est-elle la réalité? La réalité, c'est-à-dire la loi, c'est que toute personne peut être gardée à vue lorsqu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction ou lorsqu'elle peut contribuer à la manifestation de la vérité. Et notre Constitution a limité cette période de garde à vue à 8 jours, parce qu'avant cela, il y avait des gardes à vue qui duraient 6 mois, même 2 ans. D'accord? Ça a été repris par le Code de procédure pénale, donc théoriquement, on peut garder une personne pendant 8 jours pour mener des investigations. Et ces 8 jours sont d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'affaires complexes comme par exemple le trafic de stupéfiants. Moi qui ai eu le privilège d'exercer comme d'autres en France, c'est des infractions dans lesquelles les délais de garde à vue sont augmentés pour tenir compte de la complexité des investigations et des analyses qui peuvent être menées. Et à côté de ça, il y a les affaires de terrorisme, etc., qui permettent donc qu'on explose les délais ordinaires qui sont de 24, 48 heures, maximum 72 heures. Bien. L'argument, c'est qu'au départ, on ne savait d'ailleurs pas pour quelle infraction le président Sébastien Adjavon avait été retenu, puisqu'il avait été cueilli à l'issue d'une conférence de presse. Donc, ce qui pouvait semer une confusion, est-ce que c'était un délit d'opinion? Est-ce qu'on lui reprochait parce que la proximité de l'interpellation et de la privation de liberté avec cette conférence de presse pouvait permettre de semer la confusion, d'autant plus que il a été interpellé par la compagnie de gendarmerie maritime
qui est plus attendu sur des infractions de droit maritime que des infractions d'opinion. Voilà. Donc il y a eu cette confusion, entretenue par le fait qu'il n'y a pas eu de notification officielle de la garde à vue, puisque le Code de procédure pénale prescrit que lorsqu'une personne doit être retenue pour la nécessité d'une enquête, on doit le lui notifier pour lui dire « vous ne pouvez plus circuler librement, nous vous gardons à vue parce que nous vous soupçonnons de ceci ou parce que nous avons besoin de vous pour cela ». Et on lui notifie également un certain nombre de droits d'un gardé à vue qui permettent de la régularité de la procédure. Eh bien, cette formalité substantielle prescrite par le Code de procédure pénale, à peine de nullité des procès-verbaux et donc de la procédure, ces formalités ont été omises et le flou a été entretenu pendant 3 jours, ce qui, tout naturellement, aurait dû conduire une justice rigoureuse à retoquer le dossier qui est arrivé. Mais c'est une aubaine pour la défense puisque cet arbitraire, ces violations doublées de la maladresse avec laquelle les premières constatations ont été effectuées et relevées, fragilisent le dossier et je pense que le tribunal saisi par la suite et avant le tribunal, le procureur en charge du dossier n'ont pas manqué de reconnaître ces différentes lacunes qui biaisent l'enquête et donc les accusations formulées à l'encontre de Sébastien Germain Adjavon. Un dossier complexe qui méritait en son temps d'être géré avec beaucoup de tact, mais il y a eu ces ouvertures malheureuses. Voilà, et justement, le procureur de la République, dans un premier temps, en face de la demande des gendarmes de le remettre, a estimé qu'il devait disposer d'un certain nombre de faits pour pouvoir apprécier ce dossier. Mais pourtant, il dit à la fin que déjà le 26, ils ont eu des informations qu'un conteneur doit venir et qui proviendrait du Brésil en passant par l'Espagne, le Nigeria et qui va échouer au Bénin. Les constats ont été faits. On déclare déjà qu'on a un produit prohibé qui se retrouve dans ce conteneur, en l'occurrence cocaïne pure, 18 kg. Est-ce que ces révélations, vous avez déjà dit que des polices non spécialisées peuvent toutefois se prononcer sur ces genres d'enquête, mais est-ce que ce n'est pas trop tôt? Ce n'est pas tôt parce que c'est quelques petits éléments. Mais est-ce que ça ne suffit pas? Puisque vous estimez que ce n'est pas trop tôt, mais pourquoi le procureur estime qu'il doit disposer encore d'éléments nécessaires avant de recevoir et écouter le président Adjavon? Non, attendez. Une enquête démarre par des soupçons. Vous pouvez rêver dans votre lit et penser qu'il y a telle infraction qui se commet. Ça vous permet de déclencher une enquête. Comme on dit, c'est une enquête, on n'a pas encore culpabilisé quelqu'un, d'accord? Une enquête, c'est aussi des renseignements anonymes qui amènent l'autorité, qui est parfaitement dans ses prérogatives, à diligenter des investigations. Une enquête, c'est des constatations techniques, c'est des auditions. Par exemple, si on met la main sur 18 kg de quelque chose, on ne peut pas décréter à la saveur uniquement qu'il s'agit de tel produit, il faut analyser. Donc avant de parler de cocaïne, on a dû analyser pour s'assurer que c'est tel produit. Donc, le procureur peut, et il a le droit de communiquer, et il fallait communiquer dans ce type d'affaires, sinon l'opinion n'aurait pas compris. Je n'oubliais pas qu'il y a la personnalité du mis en cause qui est fondamentale dans ce dossier. Il a certains éléments qui lui permettent de penser que quelque chose s'est passé et il est parfaitement en droit et même en devoir d'attendre des éléments, soit d'information, soit de confirmation pour se forger une opinion définitive quant à la nécessité ou non de poursuivre. Le procureur n'est pas le juge. Le procureur, c'est le chef des policiers, des gendarmes, qui rassemblent des éléments à charge et à décharge, mais plus généralement à charge, pour dire j'en ai suffisamment pour pouvoir vous renvoyer devant un juge avec des charges qui sont étayées par les documents en ma possession. D'accord? Donc il ne s'agit pas d'un jugement, encore moins d'une condamnation, mais il s'agit de soupçons, d'éléments à charge qui permettent qu'on requiert l'ouverture d'une information peut-être plus élaborée. Maître Oumoula, est-ce que vous ne pensez pas que Sébastien Adjavon jouissait quand même d'une certaine représentativité, d'une certaine garantie pour qu'on le laisse quand même en liberté le temps de mener ses instructions?
Ben, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Est-ce que c'est l'avocat de Sébastien qui va s'exprimer ou c'est un auxiliaire de justice, ce qu'on appelle aujourd'hui un acteur de justice? Écoutez, la question n'était pas de savoir s'il y a des garanties ou non de représentation. La question fondamentale, c'était déjà de notifier les droits. On ne les a pas notifiés, donc il n'était pas question de garder ou de chercher s'il y a garantie de représentation. En matière de trafic de stupéfiants, oui. On n'a plus affaire au président du patronat, on n'a plus affaire au président de Commande Cajaf, on a affaire à un dealer, à un chef dealer, vous comprenez? Et dans ce type d'infraction, il n'y a pas de demi-mesure. Si quelqu'un est soupçonné d'une affaire de trafic de stupéfiants, sa garde à vue ne fait aucun doute. Et sa condamnation est presque certaine, voyez-vous? C'est-à-dire que on retrouve dans votre véhicule, à votre domicile, sur votre lieu de travail, 1 gramme de cocaïne, les chances que vous soyez fait sont énormes, d'accord? Donc, on ne va pas faire des caprices sur cette question. En revanche, là où le bas blesse, c'est que avec ce type d'accusation, c'est-à-dire 18 kg de cocaïne, estimable à des milliards de francs CFA, la mise en cause d'une personnalité de haut rang, grand patron dans le domaine économique, patron du patronat, candidat presque victorieux à l'élection présidentielle au Bénin, on ne pouvait pas formuler de telles accusations sur la base d'éléments épars, sans aucune valeur, sans grande pertinence. Et on ne pouvait pas biaiser avec les règles protectrices, non seulement de la personne mise en cause, mais avec les règles qui permettent que la vérité soit recherchée et se manifeste. Donc, c'est avec toutes ces règles, tout ce cadrage, que les autorités en charge des investigations se sont un peu amusées ou ont pris des libertés, ce qui, sans doute, a facilité le travail du tribunal qui était quand même face à des lacunes qu'on ne pouvait pas sauver. Pendant la période de Kadhafi, il y a eu un certain nombre de démarches. Des démarches que le citoyen lambda n'a pas forcément compris. Des coups de fil sont allés dans tous les sens, au garde des Sceaux, au chef de l'État. Par la suite, on a eu des retours. Toutes choses que le chef de l'État a déplorées, le garde des Sceaux aussi. C'est des démarches aussi qui entrent en ligne de compte du fonctionnement normal de la justice dans un dossier comme celui-là? Non, non, pas du tout. Mais là encore, hein, vous avez eu ces informations. Écoutez, moi, je n'ai pas assisté au coup de fil, hein, mais c'est vrai que les autorités en ont parlé. Je suis d'accord. J'allais d'ailleurs chuter là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu des révélations publiques. Mais là aussi, c'est parce qu'il s'agissait d'une affaire révélée au grand jour. Sinon, le moindre voleur qui est pris, pour peu qu'il ait un parent gendarme, avocat, juge, etc., c'est des coups de fil dans tous les sens, y compris jusqu'à nous. C'est un pays d'interventionnisme. Voilà, donc c'est ça aussi qui s'est joué à ce niveau. Et je dis toujours, la personnalité de Sébastien Germain Adjavon, qui n'est pas banal, les coups de fil sont venus de partout. Voyez-vous, pour que les choses se fassent non seulement dans les règles de l'art, mais pour que l'on sauve le soldat s'il était impliqué. Là, voilà. Et il devrait y avoir l'intervention du procureur qui devrait écouter l'intéressé à ce qu'il paraîtait. À un moment donné, ça n'a pas été possible. Le procureur n'était pas disponible. Après, à demander à ce que l'on revoie le dossier avant qu'il ne se prononce là-dessus. Donc, on a trop fait de dire qu'il y aurait une certaine accointance avec le garde des Sceaux. Est-ce que le garde des Sceaux, dans votre nomenclature judiciaire, je veux dire, a une certaine influence sur le procureur? Écoutez, le garde des Sceaux, c'est le premier procureur, c'est le super procureur général. Le super. Mais bien sûr, officiellement, c'est pas, il est par ses fonctions investi d'une mission donc gouvernementale, mais investi également d'une mission de parquetier, puisque c'est le chef direct du procureur général qui est le chef des procureurs de la République. Et donc, il est habilité par ses fonctions à donner des instructions au procureur général aux fins de poursuite ou aux fins de non-poursuite, pourvu que ce soit conforme à la loi et à l'éthique. Maintenant,
c'est chaque personnalité qui sait ce qu'elle a à faire, des pouvoirs et des instruments qu'elle a en main. Et sur la question, au Bénin de 2016, je crois qu'il y a eu un certain nombre quand même de pressions et de sollicitations, non seulement afin que l'affaire soit tirée au clair, mais il y a une certaine orientation qui s'est manifestée par les poursuites. Justement, pour que l'affaire soit tirée au clair, le président Sébastien Andiavon a porté plainte contre IS depuis février. Pourquoi jusque-là, ça ne prend pas? Écoutez, il y a eu cette affaire qui a trouvé son épilogue, selon moi, dans la décision du tribunal correctionnel. Le parquet général a relevé appel de cette décision de relax. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Je ne me suis pas tenu rigoureusement informé pour savoir ce que c'est devenu, mais ça n'a pas encore été jugé et il y a très peu de chances pour que cet appel aboutisse. Pourquoi, Maître Aleroula nous répondra, mais certainement en fin d'émission, avec votre émission Côte d'Ivoire. Maintenant, j'allais plutôt lui demander, dans le déroulement, ce à quoi le novice s'attendrait, c'est à toute chose que la procédure qu'on a eue par la suite. Je veux parler du parquet qui a décidé d'aller en flagrant délit. Et pour le citoyen, c'était tout sauf ça. Ça a été comme une surprise. Bah non, pourquoi ce serait une surprise? La plupart des affaires de stupéfiants sont jugées en audience correctionnelle de flagrant délit. Quand on vous cueille à la descente de l'avion avec de la cocaïne ou du cannabis, on vous place en garde à vue à l'aéroport et puis 2-3 jours après, vous êtes jugé ou vous êtes déposé, on vous juge devant le tribunal correctionnel. Et la comparution immédiate. C'est ça. La comparution immédiate, je dirais que ça a été la première illustration, et c'est d'ailleurs la satisfaction personnelle et professionnelle que moi je tire de ce qui s'est passé dans ce dossier. C'est une procédure qui est connue en France et que nous avons recopiée, qui invite, en cas de flagrance, à un jugement prompt. C'est-à-dire, le procureur estime, lui, qu'il a suffisamment de charges pour faire condamner. C'est pour ça qu'il poursuit. Mais s'il a rassemblé ses charges, il n'y a pas besoin d'ajourner le procès à 1 mois, à 2 mois. La loi prescrit que la personne mise en cause dans le cadre d'une procédure de flagrant délit soit présentée au juge de jugement le premier jour ouvré de la décision. Autrement dit, si on vous prend vendredi, vous devez être jugé lundi. Si on vous prend lundi, si le tribunal ne peut pas se réunir lundi, il devra se réunir mardi. Donc, c'est par paresse, par faiblesse ou par manque de moyens que nous avons droit à des procédures qui conduisent le flagrant délit à durer 1 mois, 2 mois, parfois 6 mois. Vous dites pas faiblesse? Que voulez-vous que je vous dise, puisque le Code de procédure pénale a prescrit les choses et a dit, en flagrant délit, la personne est jugée le jour même ou le lendemain tout au plus de sa mise en cause. C'est ça, flagrant délit. Je t'ai vu, je t'ai pris, je te juge aussitôt. Voilà. Donc, si nous allons dans des délais longs, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements. Je comprends les camarades magistrats. Les moyens sont si peu nombreux, le personnel n'existe pas, ce qui fait que nous nous sommes installés dans cette faiblesse. Mais rigoureusement, quand vous prenez quelqu'un pour le juger en flagrant délit, c'est auto, c'est-à-dire du jour au lendemain. Et cette procédure de flagrant délit, qui est plus exactement une procédure de comparution immédiate, a joué, à ma connaissance, pour la première fois dans le cadre de l'affaire dite Sébastien Germain Andiavon. Ce n'est pas un passe-droit, c'est tout simplement l'illustration et un bon précédent dans ce qui devrait être l'application des règles de notre code de procédure pénale. Et la révolution serait que cette comparution immédiate profite aux milliers d'autres justiciables qui malheureusement croupissent sous des mandats de dépôt facilement décernés pendant des semaines et des semaines avant de voir confirmer leur jugement, alors qu'ils auraient pu être innocentés plus tôt. Et quand ça arrive en jugement, c'est pas toujours à sens unique. On est condamné ou on est relaxé. Et on peut être relaxé après un séjour de 2 mois. Voilà, donc 2 mois de détention. Le mandat de dépôt, dans le cas d'espèce, avait été agité plus d'une fois. Et les avocats avaient à peine de temps pour quelques petites interviews, je me rappelle, pour arracher quelques mots, savoir un peu ce qui se passe.
Qu'est-ce qui a été déterminant pour éviter d'en arriver là? Oh, disons tout simplement qu'il s'agit de l'intrépidité et des diligences des avocats et surtout du souci du procureur de la République de veiller à une rigoureuse application de la loi. Comme je viens de vous l'indiquer, si la comparution doit être immédiate, parce que nous nous sommes orientés vers le flagrant délit, il n'y avait aucune raison de décerner un mandat de dépôt, puisque nous étions prêts à plaider et le procureur était prêt, à accuser. Donc le mandat de dépôt n'était pas nécessaire, il n'était pas indispensable. Voilà. Un honorable, puisque c'est une personnalité pas des moindres, a estimé que c'est pour la préservation de la paix sociale que la justice s'est prononcée ainsi. Écoutez, c'est un honorable. Vous savez ce que je pense, que chacun soit dans son rôle. Ce n'est pas un acteur de justice. Les juges tiennent compte évidemment de la paix sociale. Ils ne sont pas là pour perturber la paix, mais leur guide, c'est la loi. Et c'est le dossier qui leur est soumis. Donc, si quelqu'un est convaincu d'une infraction criminelle, on ne va pas le soustraire de l'œuvre de justice au motif que la paix sociale serait perturbée. Non, la paix sociale, au contraire, est déjà perturbée par la commission de l'infraction. Si Sébastien Germain Adjavon avait été convaincu d'être un dealer, il aurait par lui-même mis en difficulté la paix sociale et donc rien n'aurait pu justifier qu'il ne soit pas condamné. Donc pour moi, le tribunal s'est prononcé sur un dossier, s'est prononcé en application de la loi, a constaté qu'il n'y avait pas de charge suffisante. Et je trouve d'ailleurs que le tribunal s'est montré sévère. Parce que, sévère? Bien sûr, puisque insuffisance de charge et relax au bénéfice du doute. Là où... Il y a un problème. Il y a nuance, oui. Laquelle? Mais écoutez, d'abord, sur les charges, il peut y avoir insuffisance de charges, ce qui signifie qu'il y a des charges. Moi, je considère qu'il n'y en avait pas du tout. Non seulement il n'y avait pas de charge, ce n'est pas parce qu'on a découvert un paquet qu'il y a charge contre quelqu'un. C'est différent. Il y a donc absence de charge, il y a impossibilité d'imputabilité. C'est-à-dire, parce que là, il y a deux choses. Il fallait démontrer que la drogue a été placée par Sébastien Adjavon, pas par d'autres agents de Cajaf Common. Donc, en l'absence de ces éléments, pour moi, on ne dit pas insuffisance de charge. C'est infraction non constituée. C'est tout en nuance. Et l'autre question, c'est la relaxe au bénéfice du doute. C'est vrai que s'il y a un doute, ça profite à l'accusé, ça profite au prévenu. Mais ce doute jette le doute sur tout. Le tribunal aurait pu se contenter de relaxer purement et simplement. Bon, maintenant, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Tout ceci a quand même une constance, c'est que les gendarmes ont très mal travaillé et que l'accusation était plus que grotesque, était plus que fantaisiste. Et c'est ce qui a été sanctionné par le tribunal. Alors, vous parlez d'accusation, c'est justement pour lever ce doute-là que le président Adjavon Sébastien a estimé qu'il faut que la justice revienne sur ce dossier et qu'on identifie véritablement et clairement le mis en cause dans cette affaire. Qui doit enclencher le processus après la suite de la plainte qui est déposée? C'est une question qui nous met à la croisée des stratégies. Vous savez, je suis un homme libre, hein, tout bien. Ce faisant, mon patron de client démontre que, en réalité, l'affaire qui a conduit à sa relaxe aurait dû faire l'objet d'une instruction. Parce que, personnellement, c'est ce que j'ai pensé. On ne peut pas accuser, et la manière dont le produit a été découvert, le parcours des différents navires, l'inadvertance, pour ne pas dire la complicité, voire même la commission de l'infraction par d'autres personnes, puisque le produit a traversé les mers, ou aurait traversé les mers, aurait été entreposé au port. Il y avait une chaîne d'interrogation qui ne pouvait trouver réponse que dans le cadre d'une instruction. Et donc pas dans une procédure de flagrance ou dans une procédure de comparution immédiate. Mais le risque, c'était le piège d'une instruction qui pouvait s'enliser et à l'occasion de laquelle
on pouvait décider d'une mesure privative de liberté. Parce que l'affaire est en instruction, vous êtes présumé innocent, mais vous ne pouvez pas préjuger de la mesure que le juge des libertés croit utile à la manifestation de la vérité et qui aurait pu le conduire à vous garder en attendant. Voyez-vous? Donc, ce risque était énorme. Il a été conjuré, fort heureusement, par la procédure de comparution immédiate, puisque le procureur a estimé que lui, il avait déjà tout ce qu'il fallait pour faire condamner. Donc, conjuré, l'appel à manifestation de la vérité n'a-t-il pas alors sa raison d'être? Non, mais la manifestation de la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si on cherchait la vérité, on aurait dû faire une instruction. Mais on a pensé avoir en main la vérité en renvoyant Sébastien Germain-Gervon devant le tribunal. Quand le procureur renvoie, c'est parce que lui, il estime qu'il a la vérité et que c'est lui le coupable. Et le tribunal en a décidé autrement. Il y a deux choses. La recherche de la vérité, de la manifestation de la vérité qui requiert une certaine démarche. Si vous n'avez pas compris ma démonstration. On vous suit. Allez-y, maître. Oui, maître, si vous voulez bien, Joël Etoji, je peux reposer la question, puisque aujourd'hui, vous avez estimé tout à l'heure que, en le relassant au bénéfice du doute, la vérité n'est pas totalement établie. Non. Alors, à partir de cet instant, lui, il estime aujourd'hui que son honneur est entaché et pour laver cet honneur, il faut que la vérité soit véritablement... Mais on ne découvrira jamais la vérité judiciaire. Pourquoi ne peut-on jamais découvrir la vérité judiciaire? La vérité est une chose. La vérité judiciaire en est une autre. Les moyens de parvenir à la manifestation de la vérité ne permettent pas cette lumière divine que vous attendez. Ce que j'ai dit, et c'est pour ça que j'étais prêt à vous répéter mon jugement, on a trouvé, soi-disant, de la cocaïne dans un conteneur. On a dit que c'était l'œuvre d'Adjavon, il fallait le condamner. Le tribunal a dit non, c'est pas suffisant, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir là-dedans. Moi, je vous dis, il ne suffit pas d'avoir trouvé de la cocaïne dans le conteneur d'Adjavon. Il faut établir que Adjavon a commandé ou a fait commander. Il faut établir qu'il était informé du circuit, qu'il avait une maîtrise là-dessus. Il faut établir que le port autonome de Cotonou, qui était le gardien de ces conteneurs, parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, n'a pas joué un rôle dedans. Et donc, pour le savoir, il faut interroger les dockers, les manutentionnaires, etc., 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 etc. C'est une procédure qui mettra des mois et des mois. Et avec la célérité des affaires ici, ça va être des siècles. Donc, c'est quelque chose qui est plus hypothétique que possible. Donc, vous pensez, comme certains, que c'est une affaire classée? C'est une vaine requête. C'est une vaine requête maintenant qui a peut-être son sens dans une stratégie de défense. Voilà, bon, revenons à l'essentiel. Mais quand le procureur renvoie quelqu'un devant un tribunal correctionnel, s'il ne recherche plus la vérité, il a sa vérité. Parce que si ce n'était pas sa vérité, il aurait classé le dossier. Voilà. Et donc, on va devant un juge arbitre qui écoute les parties et qui, en fonction des éléments du dossier, décide s'il entre en culpabilité et en condamnation ou pas. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas la vérité. Le procureur a dit, quand je vois les éléments de ce dossier, j'accuse Sébastien Germain-Adjavon, ou je le soupçonne tout au moins, d'être l'auteur des faits. Et le tribunal a dit non. Donc, l'honneur est sauf. Maintenant, il y a des nuances et des subtilités dans la manipulation des termes. Et c'est ce que je vous ai dit tout à fait. Au bénéfice du doute ou pas, il n'a pas été emprisonné. Ça, c'est très clair. Et c'est heureux, c'est salutaire, c'est conforme à la loi, c'est conforme à une certaine vérité. Mais la beauté, pour moi, aurait été de constater effectivement que les policiers, les gendarmes, plus exactement, ont mal travaillé. Et effectivement, il y a lieu de les poursuivre parce que c'est quand même inadmissible que 18 kg de cocaïne puissent rentrer au Bénin de cette façon et se retrouver dans le conteneur destiné à quelqu'un, mais qui n'en avait pas la garde et que rien ne se passe. C'est ça le dilemme. Il y a un petit goût d'inachevé à votre niveau personnellement? Non, pas du tout. Moi, je suis heureux. Le président est dehors, il court toujours. Bon, il fait face à d'autres difficultés. Alors, dans ce dossier, quand vous interrogez
par rapport au travail qui est celui du juge, tout simplement. C'est avec beaucoup de fierté que vous revisitez le déroulé? Je suis mais dans une euphorie totale et dans une congratulation permanente des magistrats qui ont été en charge de ce dossier et qui sont de vrais professionnels. Ce n'est pas de la flagornerie. Vous savez, ils savent qui je suis et comment je m'exprime. Si quelque chose ne va pas, ça ne va pas, je le dis, je ne prends pas de gants. Ils ont été très professionnels et à l'abri de la pression d'abord de ce dossier et des différentes pressions qu'il y avait autour. Je ne désirais personne, mais lorsque le tribunal est militarisé, lorsque il y a un parcours préétabli qui conduirait de Cotonou à Misrété et pourquoi pas au nord, écoutez, les juges ne sont pas idiots, ils ont compris ce que ça veut dire. Et malgré cela, il y a un verdict contradictoire qui a été rendu. Un verdict contredisant. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis au-dessus de toute pression d'où qu'elle pouvait venir. Que ce soit de la part du mis en cause qui n'est pas un banal personnage, qui n'est pas un vil personnage dans la République, et l'appareil d'État pour qui la cause était ou devait être entendue. Ils ont fait leur travail en toute sérénité. On ne peut que les en féliciter. Et ils l'ont fait comme ils le font d'ailleurs au quotidien. Ils ont maintenu l'image de la justice béninoise à un niveau qu'il a toujours atteint. C'est-à-dire que notre justice s'est toujours montrée épatante dans des moments sensibles comme celui-là, parce que moi, je n'ai pas peur de dire que c'était le premier défi de la justice sous la présidence actuelle. Le premier et gros défi. Le premier et gros défi. Un an de cet événement, vous avez envie de tenir quelle phrase qui restera pour vous comme mémorable? Oh, écoutez, là, je confonds. Enfin, nous sommes à l'ère du Bénin révélé, mais le Bénin qui se révèle dans toutes ses tares, il s'écrase et ses intrigues. Et moi, je voudrais que les consciences s'éveillent et s'élèvent et qu'il y ait un peu plus de patriotisme, un peu plus d'intelligence dans les cerveaux comme dans les cœurs. Sinon, nous allons sombrer. Sinon, un peu plus de cœur et de cerveau. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pour que, oui, le Bénin ne sombre pas quand je viens à Méton. Ah ben je crois que nous avons écouté Maître Alain Orola qui a suivi de près ce dossier et qui l'a conduit jusqu'au bout avec son collège d'avocats. Nous lui disons donc merci pour avoir accepté donc éclairer davantage la lanterne des téléspectateurs sur la structuration de l'appareil judiciaire au Bénin. Et beaucoup plus, nous avons parlé de la justice pénale avec ses méandres. Merci encore une fois à Maître Orola. Quand je viens maintenant, on ne va pas le laisser partir avec ta permission et la complicité de la technique. Ce qui nous disent un petit mot sur ce que d'aucuns appellent un petit malaise au niveau de la maison de justice, du fait des avocats peut-être un peu trop imbus de leur personne. En tout cas, lui nous dira, c'est ce que le contribuable pense. Vous avez décidé d'une paralysie et vous savez, oui, qui sont nombreux les justiciables qui ont envie de savoir ce qu'adviendra de leur sort. Écoutez, d'abord, ce n'est pas un mouvement de grève déclenché par les avocats qui ne sont pas au service de l'État. Ah bon, c'est un appel des centrales syndicales et des syndicats de tous les greffiers, de tous les syndicats, il semblerait, qui sont dans un bras de fer avec le gouvernement qui ne cède pas. Écoutez, ma position est une position de solidarité vis-à-vis de ces braves officiers de justice qui travaillent dans des conditions difficiles. Et je soutiens, quel qu'en soit le préjudice que ça nous cause, d'ailleurs, d'abord à nous autres avocats, avant les justiciables, tout ce qui peut concourir à l'amélioration du service public de la justice et tout ce qui peut infléchir un certain autisme ou un autoritarisme à la tête de notre pays. On a entendu dire que des redéploiements récemment observés ne sont pas de nature à permettre à cette justice de garder toute sa fierté. C'est quoi votre avis sur la question? On ne vous a pratiquement pas entendu. Ben écoutez, je n'ai pas lu les textes. Je vais dire, je ne suis pas allé vérifier dans le fond, mais les différentes motions font état de ce que
les nominations n'auraient pas respecté les règles. Et ce n'est pas un coup d'essai. Je crois que aussi bien sous le régime précédent que sous le régime actuel, de tels griefs ont été formulés, non seulement par les greffiers, mais par aussi les magistrats. Effectivement, le gouvernement actuel a une tendance à passer en force. Je dirais tout simplement, parce que j'y compte beaucoup d'amis, que quand on veut positionner ceux en qui on a confiance, on peut s'arranger pour permettre à ceux qui obstruent le passage d'aller un peu plus en avant. Comme ça, vous avez vos hommes. Tout peut se faire avec finesse, c'est aussi ça. Le droit, c'est aussi ça, la loi. Et je sais que mon ami et frère, garde des Sceaux, ne manque pas de cette subtilité. Bon, malheureusement, il fait face à des pressions que je ne connais pas et qui, sans aucun doute, pèsent plus sur son raisonnement que sur ce à quoi il nous a habitués. Alors, si je comprends, si cela ne tient qu'à lui, ce serait une crise du passé. C'est une présomption, vous savez, les gens changent. Hein. Mais je dis que avec ce que je partage avec lui en termes de connaissance de la loi, il ne devrait pas y avoir ces procès récurrents de violation des textes. Oui, quand on vit à maintenant, la route est encore longue, mais Maître Alain Orula reste optimiste pour la justice béninoise. Il a dit, et je le rejoins aussi, parce que nous sommes tous présumés coupables de quelque chose. À partir de cet instant, si on peut véritablement, comme dans ces conclusions tout à l'heure, élever les consciences et travailler au patriotisme, je crois que chacun y gagnera. Chacun y gagnera, mesdames, messieurs. C'était un tour d'horizon. Oui, le devoir journalistique, obligation de la mémoire collective par rapport à ce qui était, qui est, qui sera, voudrait historien d'un jour qu'on y passe. 100% Bénin, le numéro du jour a voulu juste, non pas remuer le couteau dans la plaie, mais passer en revue ce moment qui restera à jamais inoubliable pour les Béninois. Demain, inoubliable, éternellement, pourquoi pas. 100% Bénin, nous allons à présent prendre congé de vous. Maître Alain Orula, merci pour votre participation à l'enrichissement de ce débat. Et merci au co-animateur, M. Kodovi Ametono. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre congé de vous sur cette citation de l'écrivain américano-canadien Nathalie Branden. Et il dit « Seule l'image que nous avons de nous-mêmes fait notre destin. » Alors, tel vous voudrez bien être demain, vous serez, si vous en êtes convaincus. Travaillons à être simplement fiers de nous. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. À demain.